Donc bonjour Gaël Rivière. Bonjour. On se retrouve ici à Saint-Denis, au bar à Choix, pour une interview avec vous. Vous êtes revenu à La Réunion il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Exactement, ça fait 4 jours que je suis là. J'ai l'impression d'en avoir vécu 100, mais ça fait que 4. Un agenda qui a été un peu improvisé parce que mon arrivée s'est faite un peu de manière non prévue. Mais j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses en quelques jours, notamment, et c'est ce qui me tient le plus à cœur, d'aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes et de faire partager cette médaille, parce qu'une médaille, ça, c'est pas fait pour rester dans un placard, mais pour être partagé avec les gens. Et voilà, donc j'ai pas atteint beaucoup d'objectifs, mais en tout cas celui-là et cette partie-là est remplie. Et donc beaucoup de plaisir, beaucoup de bons moments partagés, beaucoup d'émotions aussi pour moi de voir tout simplement la joie qu'on procure, que cette médaille procure aux gens. Pour faire une petite présentation, vous êtes donc avocat à Paris, mais aussi joueur professionnel de cécifoot. Alors professionnel, non. Oui, on y reviendra justement. Voilà, c'est une belle question. De sportif de haut niveau, mais effectivement voilà. Amateur. Et aussi vous êtes vice-président de la Fédération française du handisport. Exactement. C'est aussi ça qui vous a motivé à venir à La Réunion pour montrer aux jeunes votre médaille. Ouais, je pense que ce goût du partage me vient avant tout du sport que je pratique, qui est un sport collectif, un sport d'équipe. Et je me suis rendu compte depuis de nombreuses années que le sport, ça pouvait procurer des émotions incroyables. Et le sport co, j'ai l'impression encore plus, parce qu'on partage ses émotions avec ses coéquipiers. Et donc c'est un peu dans notre ADN, nous, en tant que joueurs de l'équipe de France, c'est ce goût du collectif, du partage des moments, faciles ou plus difficiles. Et donc au-delà de mes fonctions en handisport, c'est pour nous assez naturel d'avoir un but sportif dans notre pratique, mais aussi un but sociétal. Voilà, on a ça à cœur d'utiliser le sport comme vecteur de message, et notamment sur l'inclusion, sur l'acceptation des différences et surtout sur le fait de montrer la compétence des personnes en situation de handicap. Vous avez 2 masters de droit, vous avez été majeur de promo. Ouais. Vous avez une médaille olympique, une médaille en or. Est-ce que vous avez connu l'échec ? Ah, beaucoup. Quand on est sportif de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est l'école de l'humilité. Au-delà de ceux qui roulent des mécaniques et qui sont un peu prétentieux, mais dans le sport de haut niveau, on apprend très vite que c'est fait de défaites aussi, encore plus en sport collectif, en foot en particulier. Il n'y a qu'une équipe qui gagne le tournoi à la fin, donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus qui perdent. Et nous, dans notre parcours, on a connu des victoires. Avec l'équipe de France, on a été notamment 3 fois champion d'Europe, on a une médaille d'argent à Londres, une médaille d'or maintenant. Mais on a aussi connu des victoires qui nous ont beaucoup apprises. Donc ouais, j'ai connu l'échec plus d'une fois. Et ce sont aussi ces échecs-là qui forgent le caractère, qui forgent les liens d'amitié qu'on a pu tisser entre nous dans l'équipe, notamment dans l'équipe de France. Oui. Et voilà, donc évidemment, l'échec fait partie d'un parcours de vie et d'un parcours de sportif. Est-ce que ça vous a permis de mieux apprécier la victoire ? Je crois que c'est un peu comme faire le grand raid. Si on ne faisait que les 300 derniers mètres à fond, je ne sais pas si on apprécierait de la même manière le fait d'accomplir, de réaliser une performance. Donc la souffrance fait partie de la joie qu'on éprouve en remportant, en atteignant ses objectifs. Et donc voilà, nous on a connu l'échec, un semi-échec à Londres avec une médaille d'argent. On a connu un gros échec à Tokyo, puisqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo, on finit 8e, donc dernier de la compétition. D'accord. Et donc là, on finit avec une médaille d'or, et cette médaille, elle a d'autant plus de valeur d'abord, on n'était pas favori du tournoi, on avait connu l'échec avant, et donc on réussit à se relever, à gagner chez nous, donc ouais, effectivement. Vous êtes parti jeune de La Réunion, vous aviez 14 ans. Ouais. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous auriez eu le même parcours si vous n'étiez pas parti ? Probablement que non. D'abord parce que j'ai découvert le cécifoot en allant à Paris, et que ça m'a... C'est grâce à ça aussi que peut-être que j'ai gagné en indépendance, en autonomie, parce que je suis parti et je me suis un peu affranchi de l'aide de mes parents qui étaient
somme toute très présent dans ma vie, même si c'est des parents qui m'ont laissé faire beaucoup de choses, mais quand on a des parents aussi aimants, forcément c'est une protection quotidienne et il n'est pas inutile parfois de se confronter un peu soi-même à la dureté entre guillemets de la vie, en tout cas d'éprouver ses compétences, ses capacités par soi-même. Et sans doute que ça a été déterminant dans mon parcours de partir aussi jeune, de rencontrer des gens. Beaucoup des rencontres que j'ai faites à ce moment-là ont été déterminantes dans ma vie d'après, effectivement. Votre environnement familial, il a aussi beaucoup joué à votre réussite? C'est l'élément le plus déterminant selon moi. Alors s'il y a quelques réussites dans mon parcours, je pense que je les dois essentiellement effectivement à cet environnement familial et notamment et plus particulièrement à mes parents parce que ils ont d'abord eu un enfant en situation de handicap à une époque, donc il y a une trentaine d'années déjà, ouais. où le handicap était encore moins bien connu qu'aujourd'hui, où il n'y avait pas les réseaux sociaux pour avoir les expériences, les retours d'expérience d'autres parents, avoir des témoignages de non-voyants qui avaient peut-être fait des études, etc. Donc un grand saut dans l'inconnu pour eux. Et donc malgré tout, ils ont sans doute après une période un petit peu de tétanie face à la découverte du fait que j'étais non-voyant, ils ont réussi à surmonter ça et à se dire on va l'accompagner dans son parcours de vie en le laissant, en essayant de ne pas trop le protéger, en essayant de l'éduquer comme on éduque nos autres enfants qui n'ont pas de handicap. Et c'était pareil pour ma fratrie qui a joué aussi un grand rôle, pour mes cousins, qui m'ont toujours associé à leurs jeux, aux jeux de ballon, au foot, au vélo, au rando, aux jeux de vidéo. Et voilà, donc grâce à eux, j'ai tout essayé quand j'étais jeune. Et donc ça participe évidemment à un parcours d'autonomie comme ça a été le mien. On m'avait raconté que vous faisiez du vélo quand vous étiez jeune et que vos voisins, du coup, ne pensaient pas que vous étiez non-voyant. Ouais, c'est une histoire assez drôle, effectivement. Alors j'étais un peu inconscient parce que maintenant je sais pas si je le referais, mais quand j'étais gamin je faisais du vélo autour de chez moi et récemment à la faveur d'un reportage mon voisin a découvert que j'étais non-voyant et il a limite engueulé ça. Ils sont disputés avec sa femme parce que elle lui disait que j'étais non-voyant et lui il disait que c'était pas possible parce qu'il m'avait vu faire du vélo quand j'étais petit. Et voilà, et donc effectivement c'est assez drôle et c'est le signe. Ça me fait beaucoup rire, en même temps je trouve ça très, très parlant, c'est-à-dire que voilà, pour cette personne j'étais un enfant tout à fait ordinaire et il n'avait pas vu le handicap parce qu'il avait vu la compétence, en tout cas la compétence celle de faire du vélo, avait occulté la possibilité d'un handicap, c'est assez marrant. Pour revenir au cécifoot, le cécifoot donc ce n'est pas reconnu comme un sport professionnel. Donc on ne peut pas en vivre. Ouais. Si c'était le cas, est-ce que vous choisiriez le cécifoot ou votre métier d'avocat? Alors c'est vrai que la question est bien posée parce que c'est une chance en réalité que j'ai eue. Effectivement on peut regretter, et je le déplore, que beaucoup de sports olympiques et paralympiques a fortiori sont amateurs aujourd'hui, ce sont des sportifs de haut niveau. Mais c'est vrai que moi, paradoxalement, ça m'a permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle en même temps que j'évoluais dans ma carrière sportive. Et sans doute que, d'abord si aujourd'hui on me donnait le choix, ce serait difficile de revenir en arrière parce que j'ai une carrière professionnelle qui est bien avancée et encore plus un âge qui est encore plus avancé. Et donc, c'est pas la même chose de choisir de se professionnaliser à 20 ans ou à 35 comme c'est mon cas. Mais c'est vrai que si on devait refaire l'histoire, je ne sais pas si je ne préfère pas finalement avoir eu le parcours que j'ai eu avec ce double univers professionnel, exactement, un équilibre tout à fait, et la chance en fait de faire en même temps deux choses qui vous passionnent. Alors, je dis souvent, c'est déjà quand je parle aux jeunes, je leur dis que c'est la plus belle chose au monde de trouver sa voie et de trouver quelque chose qui nous passionne dans la vie et d'en faire son quotidien. Moi j'ai encore plus de chance, j'en ai trouvé deux, donc voilà, c'est un vrai privilège. Comment on intègre l'équipe de France de cécifoot?
Alors moi j'ai commencé par faire du foot par loisir. J'étais passionné de foot, j'ai grandi en jouant au foot, donc enfant de 98 comme je dis souvent. Comme beaucoup, j'ai eu envie de jouer au foot avec l'équipe de France de 98 et donc j'ai été, quand je suis arrivé à Paris, j'ai joué le championnat de France et le sélectionneur de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, est venu me voir et m'a dit écoute, bon, aujourd'hui t'es pas très bon, mais peut-être qu'en travaillant, tu pourrais avoir un potentiel pour aller jouer au haut niveau. Et moi je me suis dit, et il m'a proposé de venir faire des stages de préparation, de pré-saison, à l'époque à Bordeaux, et d'intégrer des stages aussi de l'équipe de France durant l'année, plusieurs week-ends dans l'année. Et moi j'avais vu là l'occasion seulement de jouer un peu plus. Je me disais pas je vais gagner des titres, etc. Je me disais juste trop bien, c'est l'occasion de jouer encore plus au foot, donc allons-y. Et donc j'ai intégré comme ça progressivement l'équipe de France en faisant ma première compétition en 2006. Et l'envie de jouer au foot, l'envie de faire de la compétition, de gagner, c'est venu paradoxalement avec une première désillusion. En 2007, au championnat d'Europe, on échoue à se qualifier pour les Jeux de Pékin. Et pour nous, c'est la première claque sportive pour ce groupe. Ouais. Et donc, c'est là où, pour moi en tout cas, l'envie de ne plus vivre de désillusion est arrivée. Et donc, l'envie de faire de la compétition, l'envie de gagner, etc. Et donc ensuite, il y a eu la médaille aux Jeux de Londres. Exactement. Le championnat d'Europe aussi, et puis cette année à Paris. Ouais, c'est ça le parcours. Alors, je change complètement de sujet. Quel rapport vous entretenez avec la culture ? C'est-à-dire le cinéma, la peinture, le dessin ? Alors, vous avez cité trois domaines de culture qui me sont les moins familiers. La culture que je consomme le plus, c'est la littérature d'abord. Même si ces derniers temps j'ai un petit peu moins le temps, mais j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup et quand j'étais au lycée, je raconte. C'est vrai que ça, je raconte pas beaucoup parce que c'est pas très glorieux. Mais pendant ma terminale, je passais tous mes cours à lire des bouquins. J'écoutais pas du tout les cours. je faisais que lire. Donc voilà, je lis beaucoup et un peu de tout. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le théâtre. Donc voilà, c'est les principaux. Et puis un peu comme tout le monde. Les séries télé, Netflix, etc. Les séries un peu à la mode, je suis un peu un consommateur également. D'accord, ok. Vous avez regardé La Casa de Papel ? Voilà, ouais, La Casa de Papel. Ils ont fait j'ai plus le terme exact, mais ils ont fait un spin-off, c'est un spin-off avec Berlin. Ouais, avec Berlin, ouais. Exactement. Donc donc je regarde un peu effectivement. D'accord. Les séries télé à la mode, les classiques. D'accord. Vous écoutez quoi en ce moment, si vous écoutez de la musique ? Alors pareil, ma playlist est une playlist assez déprimante. C'est une playlist de dimanche soir. Les trucs qu'il ne faut pas écouter en étant un peu déprimé, parce que sinon vraiment, et pas en étant en étage élevé. Voilà, non, mais j'écoute pas beaucoup de musique, mais j'écoute surtout de la musique de fond, c'est-à-dire de la musique qui permet de réfléchir, qui apaise et qui laisse la possibilité de s'évader un peu dans ses pensées. Voilà. Dernière question, est-ce que vous faites la cuisine, Gaël Rivière ? Je devrais en faire un peu plus, mais si, je cuisine, mais très mal, la cuisine basique, pâtes, œufs, etc. Et j'essaie de cuisiner des plats un peu réunionnais en appelant ma mère toutes les 2 minutes pour lui dire « Ouais, c'est 3 oignons tu m'as dit ou 2 oignons de l'ail avant, après, etc. » Je retiens rien. Et c'est d'autant plus frustrant que quand je compare ce que je fais avec ce que ma mère fait, je me dis « Ouais, il faut que tu arrêtes. » On parle pas du tout de la même chose. Un jour peut-être. Un jour peut-être, il faut que je m'améliore. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur Rivière. Merci beaucoup, merci à vous.